Bonjour à tous. Merci d'avoir rejoint ce deuxième webinaire Resoblog de cette année. Euh, donc aujourd'hui, on va parler sécurité. On va parler de sécurité, notamment TrustSec. La technologie TrustSec existe déjà depuis quelques temps sur nos solutions réseau. Et on va parler globalement un petit peu du rôle du réseau, du rôle actif du réseau dans la politique de sécurité de l'entreprise. Et un nouveau terme que vous allez peut-être entendre, une nouvelle solution que vous allez peut-être entendre, dont vous allez entendre parler, si ce n'est pas déjà fait, s'appelle Network as an Enforcer. L'idée, c'est comment tout le réseau va contribuer à la mise en place de politiques de sécurité, de segmentation dans le réseau. Donc voilà, c'est la thématique du jour. Donc TrustSec, la technologie, puis on va voir globalement un petit peu comment on déploie ça en place. Et puis voilà, je vais tout de suite insérer un nouveau terme que vous risquez de voir. Alors, ça va être comme d'habitude un webinaire, comme tous les webinaires Resoblog, ça va être assez technique. L'idée donc par des gens techniques pour des gens techniques. Donc je vais m'affranchir un maximum de tout ce qui est marketing, voilà. Donc et je vais réutiliser énormément de contenu d'un collègue qui est quelque part mon héros quand on parle de 802.1x, d'identité, de TrustSec, voilà, qui s'appelle Hari Prasad Ola, qui est Technical Marketing Engineer chez Cisco, donc qui est vraiment au cœur de tout ça et qui partage énormément d'informations de tout ce qui se passe au niveau de nos équipements. Donc, pour ceux qui vont à Cisco Live, Hari Prasad a l'habitude de délivrer de nombreuses présentations sur 802.1x, sur TrustSec, tout ça. Donc, et c'est toujours vraiment des très très bonnes présentations. Je crois que je connais personne qui fait des slides comme lui, c'est pour ça que je manque pas, avec son autorisation bien sûr, de les réutiliser. Voilà, donc à nouveau pour ceux qui viennent juste de se connecter aujourd'hui, donc la sécurité, comment tout le réseau joue un rôle actif dans la politique de sécurité de l'entreprise. Alors l'agenda, alors j'ai prévu une petite démo, comme d'habitude j'essaie de montrer un petit peu les technologies, sortir des slides. L'agenda de la journée, ça va être tout d'abord de parler de la solution TrustSec, alors sans rentrer dans le détail, mais montrer ce que c'est, le concept de base. Après, on va voir pour quel type d'usage, à quoi ça va pouvoir nous servir, donc les différents types d'usages, d'ailleurs qui correspondent à des déploiements chez nos clients. Et puis après, je vous ferai une petite démonstration où c'est là qu'on verra un petit peu plus dans le dur ce qui est poussé, comment c'est fait avec un switch, un équipement qui se connecte, ISE qui va pousser des règles, etc. Vous allez voir tout ça en musique. Et pour terminer, alors pour ceux qui auront le temps de rester, je vous rappelle que de toute façon cette session est enregistrée et postée sur YouTube. Donc si vous n'avez pas le temps de pouvoir, vous pourrez regarder l'enregistrement. Après, c'est plus sympa le direct parce que je peux répondre aux questions également. Vous avez une fenêtre Q&A. N'hésitez pas à poser des questions. Par contre, j'attends généralement la fin de la session pour répondre ou alors des petits breaks intermédiaires. Donc à la fin, on verra comment on peut avoir une approche pragmatique pour le déploiement de TrustSec. Vous allez constater que c'est quelque part un petit bouleversement dans la méthode, dans la manière de sécuriser le réseau. Et puis, comme la sécurité, c'est toujours un petit peu compliqué de changer les habitudes. Donc, on a vraiment pris conscience qu'il fallait des outils pour avancer avec cette solution, facilement mettre en place une politique de segmentation et de sécurité globalement sur le réseau avec cette technologie. Et c'est l'objectif de la dernière partie, c'est de voir un petit peu comment on va pouvoir avancer pas à pas. Le monde ne va pas se faire en un jour, on en a bien conscience, mais on pense que ça vaut le coup, donc à la fin, c'est ça qu'on verra. Alors j'attaque tout de suite avec la technologie. Alors vous avez vu une petite nouveauté, c'est que cette fois-ci j'ai mis la vidéo. Des collègues m'ont dit il faut que tu utilises la vidéo. Je dis aucun problème, je sais faire. Alors le but de TrustSec à la base, c'est de faciliter quelque part, un des buts de TrustSec, c'est de faciliter la segmentation sur le réseau. Parce que c'est de ça qu'il s'agit finalement. Toujours, on va placer des utilisateurs dans des VLAN.
on va placer les serveurs dans les VLAN, on va placer tous nos devices, téléphone, équipements de téléconférence, on va tout placer ça dans des VLAN. À ces VLAN, évidemment, on a des adresses IP, donc des subnets qui sont associés, avec des gateways redondantes, des VRF, éventuellement pour faire de la segmentation niveau IP, des ACL, beaucoup d'ACL qui sont présentes, donc VACL notamment, quand il s'agit de faire des ACL entre différents VLAN. Et donc, comme on a une segmentation qui est basée sur des VLAN et des adresses IP quelque part, la seule solution, enfin, on est obligé quelque part de créer énormément de groupes différents. C'est-à-dire si par exemple on a plusieurs communautés d'employés, on n'a pas envie forcément qu'ils discutent entre eux, la solution ça va être de séparer ces gens-là dans des VLAN différents. Idem de mettre des guests et des employés dans des VLAN différents. Et on voit que ça a une complexité. C'est-à-dire ça a plusieurs contraintes. C'est que déjà ça nous force à créer tous ces VLAN. Comme on n'a pas envie forcément d'étendre tous ces VLAN sur le réseau, ça nous impose de les créer plusieurs fois avec à chaque fois des subnets, donc des contraintes en termes d'espace d'adressage, en termes de routage. Derrière, à chaque fois, s'assurer que le routage fonctionne pour chacun de ces subnets. Et puis après, on a une politique de sécurité qui est très très forte, fortement liée à la topologie. Vous avez une topologie réseau, et la sécurité dépend de ça. Un utilisateur change d'adresse IP, eh bien, il faut changer une ACL, il faut changer une entrée dans un firewall, et tout ça, c'est compliqué. Et on arrive à la situation où finalement, on a des firewalls ou des routeurs ou des switches avec des milliers et des milliers d'ACL, plutôt d'ACE, d'entrée dans des ACL, ou de règles de filtrage, plus précisément pour les firewalls. Et finalement, on ne comprend plus trop à quoi elles servent. Et souvent, quand on fait des analyses, on voit que les adresses IP ne correspondent plus à rien sur le réseau, mais on touche à rien. Surtout une ACL, on n'y touche pas. Éventuellement, on rajoute des entrées quand on a besoin, mais avant de retirer quelque chose, personne ne prend le risque de le faire. Pourquoi? C'est trop compliqué. Et puis, le problème, c'est que du coup, elles sont tellement grosses, finalement, on a du mal à savoir si le job est correctement fait. D'accord? Donc ça, c'est compliqué, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment un principe de segmentation du réseau. Alors pourquoi la segmentation? La segmentation, c'est essentiel dans la sécurité réseau. Plus on va segmenter les individus, s'il y en a un qui arrive avec son laptop, avec quelque chose, un verre, un malware, et qui va commencer à vouloir essayer de scanner le réseau, d'aller on va dire rebondir sur d'autres utilisateurs, plus on va segmenter les utilisateurs, plus on va protéger le réseau. Donc ça, c'est la base de la sécurisation, c'est vraiment la segmentation. Et c'est vraiment ici de ça qu'il s'agit avec Trusted. C'est de mieux segmenter le réseau et de mieux faire participer l'ensemble du réseau dans la politique de sécurisation. Alors comment on va faire? Ça, on a vu à gauche la segmentation traditionnelle avec les VLAN, les adresses IP, etc. On voit c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est une certaine complexité. L'idée de Trusted, c'est de changer un petit peu la donne. C'est de dire, finalement, quand on va se connecter au réseau, on va avoir un contexte de connexion. Donc, le contexte de connexion, ça va être notre règle. Oui, je suis un employé. Oui, je me connecte avec un device corporate. Oui, je suis en filaire. Ou alors, oui, j'ai mon iPhone et je suis connecté en Wi-Fi. Et je me connecte après 10 heures du soir. Donc, en fonction de toutes ces règles, finalement, on va avoir un contexte de connexion. Et de ce contexte de connexion, on va dériver ce qu'on appelle un Security Group Tag. Un tag de sécurité qui est complètement indépendant de l'adresse IP, indépendant donc du VLAN, etc., indépendant de l'adresse MAC. Et après, on va utiliser ce tag de sécurité pour faire nos règles. On ne va plus faire nos règles sur nos adresses IP, sur nos VLAN, etc. On va utiliser ce tag de sécurité pour faire nos règles. Et ça, c'est vraiment important. J'étais encore récemment avec un gros client et c'est vraiment sa contrainte, c'est de dire moi je vais changer d'étage, etc. Je vais changer de subnet.
comment je garantis les mêmes règles de sécurité? Bon, ben là, la solution est là, évidemment. Il suffit d'appliquer, on garde le même tag de sécurité, tant pis, on a changé de subnet, ça continue de fonctionner. Pareil, on est connecté en filaire en Wi-Fi, eh bien, on a le même tag de sécurité, du coup, on a exactement la même consistance en termes de sécurité sur le réseau. Et ça, on voit que c'est important aujourd'hui, et c'est au cœur de notre stratégie d'accès unifié. D'accord? Donc là, les règles de sécurité, bon, on les a fait sur un switch côté firewall. On peut imaginer les faire sur un switch campus. On peut imaginer les faire également à l'accès pour la communication entre les hosts. Voilà. Donc l'intégralité du réseau va pouvoir utiliser ce tag pour faire sa sécurité. Alors plus précisément, un utilisateur se connecte au réseau. Voilà. On va lui assigner un tag. Alors le tag, il n'est pas poussé à l'utilisateur. Hein. L'utilisateur, il ne connaît pas son tag de sécurité. Et d'ailleurs, ce slide est peut-être assez incorrect. C'est plutôt dans le contexte de connexion, hein, quand on va aller sur notre serveur Radius, sur ISE, on va dire tel utilisateur se connecte au réseau. C'est un utilisateur. Là, je lui donne un tag de sécurité 5 qui correspond à mes utilisateurs. En parallèle, j'ai un tag de sécurité 8 qui correspond à mes serveurs applicatifs, on va dire de type privé, puis 7 pour les serveurs applicatifs de type public. En fait, le tag, l'utilisateur lui-même n'en a pas conscience. Ce tag, c'est vraiment au niveau de l'accès, de l'équipement d'accès, donc le switch, ça va être le contrôleur Wi-Fi, par exemple, c'est lui qui va imposer le tag, pousser le tag sur la connexion de l'utilisateur. Alors en fait, ce tag, il est directement associé au paquet de l'utilisateur, c'est-à-dire les trames, les paquets qui sont envoyés de l'utilisateur derrière le switch, ou derrière le contrôleur, vont être tagués avec ce Security Group Tag. Et ainsi, dans le réseau, tous les équipements connaîtront le Security Group Tag correspondant au paquet. D'accord? Et du coup, on va pouvoir faire derrière ce qu'on appelle l'application des règles de sécurité. On va pouvoir les faire sur le firewall du data center, mais également sur un switch. Et on va pouvoir, excusez-moi, décider de ce qu'on va faire, par exemple, entre un Security Group Tag 5 et un Security Group Tag 8. On va faire nos règles à ce niveau-là. Et là, on ne sait pas du tout, peu importe finalement qu'on soit connecté en filaire, en Wi-Fi, peu importe qu'on soit connecté peu importe que ce soit connecté en filaire en Wi-Fi. Donc, on va avoir une consistance, on va dire une consistance d'accès aux applications selon tout type de média. Et ce qui est intéressant aussi, c'est on va pouvoir bouger sur le réseau de l'entreprise, on va se retrouver dans d'autres subnets, on aura le même tag de sécurité et du coup, on aura les mêmes règles qui seront appliquées. Alors, comment on va appliquer ce tag de sécurité, ce Security Group Tag? On appelle ça le SGT, maintenant je pense que je vais utiliser SGT. Alors on a plusieurs solutions et ça va dépendre là aussi du type de connexion. Pour les utilisateurs à l'accès, là ce qu'on va faire c'est, quand c'est possible, quand c'est déployé, et si c'est pas fait, c'est une raison supplémentaire pour aller dans cette direction, c'est d'utiliser tout ce qui va être la gestion d'identité sur le réseau. C'est-à-dire on va se connecter avec le 802.1ax en MAB, en Web Authentication, on va pouvoir utiliser tout ça pour que notre serveur Radius informe le switch du SGT correspondant à la session. C'est-à-dire je vais me connecter sur le réseau, je vais créer une session sur le switch, et comme pour toute session, le serveur Radius, ISE, va envoyer des informations, il va envoyer un VLAN, il peut envoyer une ACL, et là, il peut également pousser un Security Group Tag. On a d'autres cas où c'est un petit peu différent. Dans le data center, on ne voit pas encore beaucoup de virtual machines, de serveurs qui se connectent en 802.1ax sur le réseau. Pas de problème, on peut également assigner des SGT par VLAN. Là, on peut garder une notion de VLAN, on va mettre le serveur dans un VLAN et on va dire tout ce VLAN correspond à tel Security Group Tag. Ou tel IP correspond à tel Security Group Tag. Donc, on peut gérer ces mécanismes également pour de la transition
entre un monde sans security group tag et un monde avec des security group tags. Et pareil, on va pouvoir faire utiliser les mêmes mécanismes pour connecter des partenaires ou des gens qui ne font pas forcément partie du réseau en disant bah, tous partenaires, on va lui assigner telle adresse pool, on va lui assigner tel security group tag. Donc on a plusieurs méthodes d'application du SGT et évidemment bah, ça va dépendre du mode de connexion. Alors une autre raison de s'appuyer sur 802.ax, MAB par exemple, enfin notre raison d'aller dans cette direction plutôt, c'est qu'on a récemment, depuis la 15.2.4, on a sorti sur nos switches d'accès. Alors c'est disponible sur 2960X, XR et puis les switches compacts et également le 4500E. On a sorti quelque chose qui s'appelle Auto Identity et en 3 lignes de configuration, vous activez 802.ax MAB sur tous les ports. Ou alors sur les ports que vous choisissez, vous activez juste la fonctionnalité, vous déclarez l'adresse IP de votre serveur Radius, et après sur chaque port, vous dites le type d'accès, est-ce que vous voulez un accès fermé en disant soit on s'authentifie, si ça ne marche pas, on bloque le port, ou alors des accès souples, ou alors des accès monitor mode, ou même si l'authentification ne marche pas, tant pis, on autorise la connexion dans une optique de transition vers une gestion des entités, ou alors un mode plus souple, plus graduel, type low impact mode, c'est-à-dire si ça marche, on a accès à tout, c'est-à-dire si l'authentification réussit, on a accès à tous les services, mais si elle ne réussit pas, bon, plutôt que de fermer le port, eh bien on va pousser une ACL, ou plutôt on va conserver une ACL, devrais-je dire, qui est là par défaut, qui va par exemple n'autoriser l'accès qu'à l'Internet ou à des applications non sensibles. Donc le message, c'est voilà, il y a une raison supplémentaire d'aller vers l'identité, c'est qu'on a simplifié, les choses à ce niveau-là encore sur nos équipements. Alors, un des points qu'on a compris, c'est que si on veut appliquer des règles sur l'ensemble des équipements réseau, hein, c'est bien gentil de dire on veut que tous les équipements du réseau participent à la politique de sécurité. Donc ça c'est intéressant. Maintenant, si on doit aller pour ça sur tous les équipements configurés des ACL, on comprend que c'est pas possible. Hein, le fait d'avoir quelque part des firewalls avec une gestion centralisée, il y a un avantage, c'est que derrière la gestion des règles de sécurité, on sait où aller et on sait où on va trouver nos règles. Donc c'est simplifié. Si maintenant on doit mettre ça sur tous nos switches, c'est un peu complexe. Ça tombe bien, on a prévu cela et directement dans ISE, on va être capable de définir des règles globales de sécurisation. Donc on va dire par exemple de telle source les employés vers la destination des serveurs credit card, alors j'ai une règle qui s'appelle deny. D'accord? Bon, là par contre, des scanners vers credit card, là j'ai une règle qui est permise. Donc je vais faire ma matrice comme ça qui va dire qui a le droit de parler à qui. Et puis en haut, vous avez un petit bouton push. Et là, ça va envoyer à tous les switches qui sont configurés pour appliquer des policies TrustSec, ça va envoyer un petit message, un petit change of authorization, et les switches après vont aller chercher, télécharger les nouvelles règles. Donc, automatiquement, depuis un point centralisé, depuis Identity Service Engine, vous allez pouvoir configurer la policy sur l'intégralité du réseau. Donc, on peut faire des règles sur les switches de cette manière. On peut également faire des règles sur les routeurs. Le Zone-Based Firewall qui est présent sur les routeurs intègre la notion de Security Group Tag. Donc, vous pouvez faire des règles à ce niveau-là. Et puis, bien évidemment, sur les firewalls, on va pouvoir exploiter le Security Group Tag pour faire nos règles également. Donc, plutôt que de faire des règles par adresse IP sur le firewall, on va pouvoir exploiter le Security Group Tag et même en stateful, faire nos règles basées sur CSGT. Ça, c'est pour référence. Je l'ai laissé. C'est pour vous montrer où se situe le Security Group Tag dans la trame Ethernet. Donc, on va reposer sur un champ optionnel de l'entête 802.1 AE. Voilà, donc pas obligé on parle pas de chiffrement, mais le SGT se situe à ce niveau-là.
Alors, un point sur lequel je ne vais pas trop insister parce que je ne voudrais pas vous perdre, c'est que quand on y réfléchit bien, c'est intéressant de se baser sur des security group tags. Alors attendez, voilà. C'est intéressant de se baser sur des security group tags, mais il faut quelque part être sûr que, eh bien, il n'y a pas un petit malin qui va brancher un switch et qui va commencer à nous mettre des mauvais security group tags sur le réseau. C'est exactement pareil avec l'IP. Ça marche à condition d'être sûr qu'on n'a pas un switch qui n'est pas contrôlé et qui commence à nous envoyer les mauvaises adresses IP. C'est exactement la même chose, il n'y a rien de nouveau. Sauf que là, dans l'architecture TrustSec, on a vraiment prévu le coup. C'est-à-dire on va définir ce qu'on appelle un domaine TrustSec, dans lequel on va intégrer tous les devices qui participent au domaine. Et les devices vont mutuellement s'authentifier entre eux. C'est-à-dire pour que le lien monte ici, il faut que switch 3 soit authentifié auprès de switch 2. Et pour ça, on va faire une authentification. Comme on authentifie un poste de travail lors d'une connexion, et bien les switches vont utiliser les mêmes méthodes pour la connexion et on va déclarer les switches dans Identity Service Engine. Voilà. C'est pas obligatoire, mais c'est pour vous montrer à quel point l'architecture est pensée dans sa globalité avec cette notion de domaine. Donc là, si je rajoute un switch, s'il n'est pas capable de s'authentifier auprès de switch 3 sur un port, c'est-à-dire que j'en ai pas le contrôle, qu'il n'a pas à faire partie de mon réseau, et du coup, il n'est pas habilité à m'envoyer des security group tags. Après, on peut imaginer que quelqu'un mette un switch au milieu et commence à intercepter ce qui se passe. Et là, ça tombe bien, sur nos switches, on peut activer MACsec. Et là, on est sûr que la personne, le switch qui va être au milieu, ne va pas être capable de manière transparente de rajouter ou changer ou d'altérer ou de voir qui fait quoi sur le réseau. D'accord? Donc, j'insiste pas plus là-dessus. C'était vraiment pour vous montrer que l'architecture est pensée dans sa globalité à travers cette notion de domaine TrustSec. D'ailleurs, dans les guides de configuration TrustSec, assez rapidement, on va vous parler de cette notion de domaine. Je trouve que ça arrive trop tôt dans la configuration. On n'est pas obligé de mettre tout ça en place. Donc, soyez pas perdus avec NDAC, Network Device Authentication, MACsec, enfin, voilà, c'est pas obligatoire pour avancer. Donc là, quand on active MACsec, évidemment, personne ne peut se connecter. Voilà pour la technologie, vous avez compris l'idée. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec TrustSec. Quels sont les use cases? Et là, on va montrer des choses qu'ont fait certains de nos clients. On s'est basé sur ce qu'on a pu voir avec nos clients. Ça, on a prévu nous des use cases. On s'est rendu compte que nos clients en avaient d'autres. Alors, ce qui est assez compliqué et assez compliqué, c'est que pour tout ce qui a trait à la sécurité, on se rend compte que les clients sont naturellement frileux pour communiquer. Donc c'est toujours compliqué d'avoir des références publiques et de pouvoir vous le dire, tel client a déployé tel type de choses. Mais bon, indépendamment finalement de tout ça, vous allez voir, les exemples sont intéressants et je pense que vous comprendrez assez facilement l'intérêt de cette technologie. Alors, une des applications de TrustSec, c'est de simplifier tout ce qui est Bring Your Own Device. Là, finalement, on va pouvoir, quand on va avoir on va se connecter sur le réseau Wi-Fi avec des types d'équipements différents. On va par exemple un device corporate, ou un device personnel, et on va pouvoir, en fonction du type de device, appliquer des security group tags différents, d'accord? Et après, mettre en place des SGACL, des Security Group ACL, donc des ACL basés sur les Security Groups,
qui vont dire, bah voilà, le Bring Your Own Device n'a pas accès au dev server, les devices donc les iPhones, tout ça, n'ont plus accès au serveur de développement, au serveur VDI. Par contre, quand on est un employé corporate, eh ben, on va avoir accès à toutes ces ressources. Donc ça va être une façon de simplifier tout ce qui va être déploiement Bring Your Own Device, où on n'est plus obligé de jouer entre autant de VLAN pour nos équipements. Un autre cas d'utilisation, et ça on l'a eu chez d'autres clients, c'est la simplification des règles sur le réseau. On l'a vu, c'est-à-dire avec toutes les règles qui ont été mises en place, quand on commence à rajouter des règles sur les équipements, à un moment donné, il y a des problématiques de TCAM sur les équipements. Et si on arrive à des milliers et des milliers de règles par adresse IP, finalement, eh bien, on va saturer les capacités de l'équipement. Déjà, on va saturer, nous, nos capacités mentales à comprendre ce qui se passe réellement. Donc ça, c'est le premier problème. Et puis en plus, derrière, on va optimiser, on va pouvoir appliquer finalement plus de règles en utilisant moins de mémoire au niveau de l'équipement. Donc par exemple, avec l'ACL suivante, la SGACL suivante, Permit TCP Destination EC 443, donc autoriser l'HTTPS vers un équipement, eh bien ça correspondait à 500 lignes d'ACL précédentes. Vous voyez, dans cette ACL, dans cette Security Group ACL, vous voyez, il n'y a pas la notion d'adresse IP. On se moque de l'adresse IP, elle est appliquée entre des Security Group tags. Donc là où avant on est obligé de créer autant d'entrées pour les différents serveurs concernés, bah là finalement on n'est plus obligé de faire ça, il suffit d'appliquer le Security Group Tag au niveau des serveurs et on est tranquille. Un autre point, c'est d'améliorer le contrôle entre les workstations sur le réseau. J'ai mes utilisateurs, je n'ai pas forcément envie qu'ils parlent entre eux. Alors oui, on faisait du private VLAN, mais dans le private VLAN, voilà, il faut le déployer, il faut le manager. Et pareil, après, il faut se dire qu'il y a des VLAN, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Et surtout après, c'est restrictif. Là, par contre, eh bien, on va, peu importe le VLAN, on va placer les usagers, on va assigner aux usagers différents security group tags. Pour certaines applications, on va les autoriser à discuter entre eux, pour d'autres, on va interdire la discussion. Donc ça, c'est extrêmement fort, et ça, c'est dès le switch d'accès, on va pouvoir appliquer des security group ACL, des règles dès le switch d'accès. Donc plutôt que d'avoir, par exemple, vous avez 3 communautés d'usagers, finance, marketing et je sais pas, technique, vous allez mettre vos 3, traditionnellement vous mettiez ces 3 communautés dans des VLAN différents parce que vous ne vouliez pas qu'ils puissent parler entre eux. Eh bien aujourd'hui, vous pouvez les mettre dans le même VLAN finalement, puis après dire ce que vous autorisez entre ces différentes communautés. Là, vous êtes vraiment tranquille, votre design est beaucoup plus simple. Ça, c'est un autre use case qu'on a vu. Je le donnais un petit peu en introduction. Finalement, vous allez pouvoir faire des règles indépendamment de là où se situe l'utilisateur. Vous bougez, vous passez d'un bâtiment à un autre, vous êtes sûr de récupérer vos règles parce que vous gardez le même security group tag. C'est extrêmement simplifié. Vous allez d'un site à un autre, vous connectez filaire Wi-Fi, finalement, peu importe l'adresse IP, vous avez le même security group tag. Tout reste identique. Ça, c'est clé également pour la simplification des règles sur le réseau. Alors, je vous épargne les animations. Un autre cas d'usage, ça va être au niveau de l'application des règles pour l'accès au serveur. Donc, on va pouvoir également simplifier à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est même un des cas d'usage principaux. Ça va être de simplifier déjà qui a le droit d'accéder à quel serveur et puis après de faire les règles, même à l'intérieur du data center, de qui a le droit de parler avec qui.
Bon, après, on a d'autres règles qui sont un peu équivalentes, hein. Vous pouvez pousser le modèle à l'infini sur les sites distants, où c'est parfois un petit peu compliqué parce qu'on a des applications qui vont tourner en local sur des points de vente, des applications notamment monétiques, où là, bah, vous voulez vous assurer, si jamais un vendeur du jour au lendemain, il est plus présent sur le réseau, enfin, il est plus présent dans l'entreprise, plutôt, vous n'avez plus envie qu'il accède aux équipements, donc vous voulez avoir un maximum de segmentation, mais vous n'avez pas forcément la capacité d'être présent sur place pour contrôler exactement ce qui se passe. Là, vous pouvez de façon extrêmement simple dire qui a le droit de faire quoi sur le réseau de l'entreprise, et notamment vous appuyer sur le Zone-Based Firewall qui est présent sur le routeur pour faire ça. Alors ça, c'est un use case que j'aime pas mal également. C'est dès le départ de dire ben, mes règles de sécurité, hein, je vais avoir un déploiement V6 qui est peut-être pas commencé ou qui est partiellement commencé, mais qui en tout cas devrait déjà être terminé. Eh bien, vous voulez déployer V6, mais vous dites, moi j'aimerais avoir un déploiement de V6 sécurisé. Je vais déployer V6, mais je vais m'assurer que j'ai les mêmes règles de sécurité qu'en IPv4. Une solution, c'est simple, vous prenez toutes vos ACL, toutes vos règles dans le firewall, vous dupliquez, etc. Une autre méthode, c'est de dire bah, finalement le security group tag, c'est pas un security group tag IP ou IPv6, c'est un security group tag qui est relatif au device. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire des règles basées sur des ports TCP et UDP indépendamment de manière agnostique au protocole. Vous avez le choix de le faire pour V4, vous avez le choix de le faire pour V6, mais vous avez le choix aussi d'appliquer ces règles de manière agnostique. Donc ça, c'est vraiment très fort. C'est vous déployez vos règles de sécurité. Vous savez que quand IPv6 est déployé sur un endroit, vous êtes dès le départ à T0, le premier jour, votre règle IPv6 est présente et la même. Puis le point, bon allez, je m'autorise un petit slide un peu plus marketing, mais il semblerait que des études ont montré que d'un point de vue coût, derrière, bah, il y avait un gain. Il y avait un coût pour le faire, évidemment, comme tout saut en termes de transition technologique, mais que le retour sur investissement en valait la peine. Alors, en 5 mois, semble-t-il, donc et un ROI de 405%. Alors, vous ferez vos calculs, vous pourrez regarder tout ça. Mais c'est certain, vous comprenez bien, vous voyez il suffit de voir la configuration de n'importe quel firewall dans une entreprise pour comprendre qu'à un moment donné, c'est complexe. Et surtout que la segmentation dans le réseau n'est pas aujourd'hui, soit elle est extrêmement complexe, soit aujourd'hui on ouvre tout et là on n'est plus protégé. Donc là on voit qu'on a une solution qui est canon pour avancer. Alors là on va voir un petit peu plus dans le détail comment ça fonctionne. Alors, je prévois une petite démonstration. Alors j'aurais peut-être dû vous faire un petit slide. Alors je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Voilà, je me connecte sur un switch, un 3850. Je vais agrandir un petit peu peut-être la taille et là j'ai un ISE qui est présent sur le device. Donc, je vais me connecter sur mon 3850 qui est là. Voilà, bon, j'ai des petites choses qui se sont passées. On va regarder ça de plus près. Alors, alors ça, je rappelle, j'avais fait un webinaire Réseau Blog l'année dernière sur tout ce qui était gestion d'identité, X, MAV, etc., etc. Il est posté sur YouTube. J'ai été allé assez loin avec également une petite démonstration de la connexion. Je vais pas revenir là-dessus. Je vais pas revenir sur le listener X, MAV, etc. Je considère que c'est acquis. Là, on va s'intéresser vraiment à la partie Security Group Tag. Donc là, sur mon port 203 du switch, j'ai donc activé une connexion en mode low impact, c'est-à-dire d'abord je commence par faire du listener X. Si ça marche pas en listener X, eh ben, j'essaye en MAB. Et dans le pire des cas, même si ça marche pas, eh bien j'autorise la personne de se connecter. Et
avec des règles assez restreintes. Alors on va regarder ce qu'il y a sur mon port 203. 203 Detail. Alors sur mon port 203, on voit que j'ai une Microsoft Workstation, un PC sous Windows qui est connecté, avec un username qui s'appelle Fee Employee, un employé de la finance. On a du DHCP snooping, donc on récupère l'adresse IP de connexion. D'accord? Et puis, on voit qu'on a des choses qui ont été poussées, notamment un numéro de VLAN, une ACL. Hein, donc, c'est vraiment là une ACL qui a été downloadée par le switch, mais qui est créée sur ISE. Hein, on a des ACL qui sont... et là, c'est extrêmement plus simple de créer des règles de sécurité. Et vous voyez ici, on a un truc qui s'appelle le SGT value, qui est 11. Donc, pour mon utilisateur finance, eh bien, j'ai un SGT 11 qui a été poussé. Alors, sur le même port, qu'est-ce que j'ai? J'ai un Cisco IP phone, hein, avec son adresse IP, où là, j'ai un autre Security Group Tag 5 qui a été poussé. Une autre ACL d'ailleurs, et un autre VLAN. D'accord? Donc ça, c'est pour que vous compreniez, c'est que le Security Group Tag, je l'ai vraiment au moment de la connexion, je pourrai appliquer un Security Group Tag. Alors, j'aurais pu appliquer, vous vous rappelez, des mappings sur les équipements en disant bah, telle adresse IP ou tel VLAN, ça correspond à tel Security Group Tag. Là, j'ai déployé une authentification sur mes switches, donc j'utilise tout ça pour appliquer des Security Group Tags. Alors, comment je fais ça sur ISE? Ben, vous allez voir que c'est assez simple. M'excusez pour les bruits, visiblement, il y a quelques travaux à côté. J'espère que ça ne vous empêche pas de suivre le webinaire. Où là, vous allez voir les règles d'autorisation. Et là, c'est assez simple. Ben, je vais faire des règles pour mes usagers. Je dis, ben voilà, si j'ai une connexion 802.1x en filaire et que le groupe dans l'Active Directory de l'utilisateur fait partie du groupe IT, alors je vais faire deux choses. Je vais avoir une règle commune à tous mes employés, parce que là, c'est pour l'utilisateur IT, la personne des Human Resources, des ressources humaines et de la finance. Toutes ces personnes, je vais leur pousser la même règle qui est UA Data Employé. Et là, ça va être le numéro de VLAN et une ACL. Et par contre, ce qui va changer, c'est qu'en plus, je vais pousser quelque chose, une règle qui est Corporate Employee IT, Corporate Employee Human Resources, Corporate Employee Finance. D'accord? Et ça, c'est mon Security Group Tag. Si jamais je suis plus IT, je suis plus finance, mais je deviens IT, alors toute la connexion va rester la même, je vais rester dans le même VLAN, par contre, je vais obtenir un Security Group Tag différent. Alors, on va voir ça, comment ça se comporte sur le switch. Dans Policy Results dans ISE, c'est là qu'on définit tout. Derrière, dans TrustSec, on va pouvoir définir nos Security Groups. Alors, ils sont définis ici. Je vais tout simplement pouvoir rajouter un Security Group et lui donner un nom pour pouvoir faire des choses qui sont lisibles. Parce que le numéro, c'est bien pour le switch, hein, mais là, quand on est sur l'interface, quand on veut comprendre quelque chose, c'est bien d'avoir un nom associé. Et là, on voit que j'ai mon Corporate Employee IT qui est 13 et mon employé finance, c'est 11. Vous vous rappelez, c'était le Security Group Tag que vous avez vu tout à l'heure. Les téléphones, c'est bien le Security Group Tag numéro 5 qui est poussé. Vous voyez qu'avec peu de VLAN, finalement, je peux avoir énormément de Security Group Tags différents et faire des règles extrêmement différenciées pour mes différents types de devices sans complexifier mon réseau. Alors après, si j'ai un serveur sur le réseau qui ne s'authentifie pas en 802.1x, là, je vais pouvoir définir un mapping pour un host. Voilà, j'ai un serveur. Je vais dire, bah tiens, tel host, telle adresse IP, donc /32, mais j'aurais pu mettre un autre subnet. Alors, je lui ai assigné le Security Group Tag serveur. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que même si tous mes devices ne sont pas du 802.1x, même si je suis dans une période de transition, je peux même depuis ISE configurer tous mes mappings et gérer ma politique de sécurité. Donc là, vous avez compris, ça c'est la classification. Comment je vais classifier mes devices et appliquer mes règles de sécurité. Alors, pour que vous puissiez bien voir, mes règles d'autorisation. Alors, mon authorization profile qui s'appelle, on en a beaucoup, UA Cisco employé, vous voyez. Ça, c'est la règle qui est poussée pour tous mes types d'employés. Ben, c'est la même chose, c'est que je me mets dans le VLAN 193, je pousse
une ACL de type employé, et c'est tout. La différence va se faire au niveau de Security Group Time. Et c'est pour ça que vous voyez dans les policies que j'ai montrées tout à l'heure, dans les policy sets, je fais deux choses. Hein, je vous remontre ça. Vous voyez bien hein, que je garde toujours donc le même VLAN, la même ACL. Ce qui va changer, c'est le Security Group Time. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a dissocié les deux. Donc ça me dit comment je vais classifier les devices, mais ça ne me dit pas du tout comment je vais pouvoir appliquer des règles de sécurité. Alors je vais me connecter sur le device en question hein, qu'on a vu tout à l'heure, c'est un PC, donc je vais ouvrir une fenêtre RDP en espérant que ça fonctionne. Des fois j'ai un peu de difficulté avec mon client RDP sous Mac. Voilà, donc là je suis connecté de mon client AnyConnect. Je suis bien connecté en tant que fille employée, alors comprenez bien, je ne vais pas changer parce que sinon je risque de couper la patte. J'ai pas de la possibilité d'avoir une interface de management à ce niveau-là. Et là, je peux imaginer faire quelque chose. Bah tiens, je vais regarder si je peux pinguer mon téléphone. Alors, on va reprendre l'adresse IP du téléphone. 03 detail. Le téléphone, c'était celui-là. D'accord. Donc, je vais revenir sur mon host et je vais faire un ping de... Il faut que je mette l'adresse, petit problème de conversion. 10.590 14.2. Alors, je ne peux pas me pinguer mon téléphone quand je suis connecté en employé finance. On va regarder pourquoi. Et c'est assez simple, en fait. Il faut aller dans ce qu'on appelle les policy TrustSec. Et là, on va avoir accès à la matrice que j'ai présentée tout à l'heure. Alors, il y a différentes vues. Alors, on peut avoir une vue comme ça, par arbre, par la source, par arbre, par la destination. Mais on va dire que ce qui est le plus sympa pour une démonstration, c'est quand même ça, c'est de dire, ben voilà, j'ai une règle qui dit que mon corporate employé finance deny vers le corporate phone. D'accord? C'est pour ça que je ne pouvais pas pinguer. Et là, on va tenter l'impossible, c'est de dire non, je ne vais pas faire un deny all, je vais faire un permit all. Save. Ça ne suffit pas. Maintenant, il faut pousser la règle. Voilà, notification was completed. Et là, je vais retourner sur mon switch, je vais refaire le même ping. Et là, ça marche. Vous voyez, c'est miraculeux. Et ça marche dans l'ensemble de mon réseau. On a une gestion de la qui est centralisée comme ça. D'accord? Alors ça, c'était le use case de la segmentation des devices control. Je pourrais imaginer avoir un autre laptop connecté qui serait finance employé et l'autre human resources employé dans la security group type. Et je vais voir un petit peu ce qui se passe. Et je vais pouvoir segmenter les usages entre eux tout en les gardant dans le même VLAN. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui s'est passé sur le switch. Alors je suis désolé, je ne vous épargne pas la CLI, mais je pense que pour adopter une technologie, il faut quand même comprendre derrière ce qui se passe. Parce que là, c'est quand même un petit bouleversement dans la sécurité, donc il faut y aller quand même de façon... faut bien comprendre comment ça fonctionne. Alors, la première commande que j'ai tapée, c'est show CTS. Alors CTS, c'est Cisco TrustSec. Show CTS Environment Data. Et là, vous retrouvez les informations qui vous sont poussées par votre serveur ISE. Et vous voyez, vous retrouvez tous vos security group tags qui sont là, avec le petit nom qui est à côté, qui vous permet de comprendre comment ça fonctionne. Et là, vous pouvez regarder sur votre switch, sur CTS Role-Based Permission. Je veux savoir les permissions. From, alors on peut tout voir, mais du groupe employé, from 11 to 5. Du groupe employé vers les téléphones. Ça, c'est vraiment pour du troubleshooting. Hein, a priori, ça marche. Et là, qu'est-ce que j'ai? Ben là, j'ai un permit all qui est en place. D'accord? J'ai la règle, ça me permit all, donc ça veut dire que de 11 vers 5, tout est permis. Alors, c'est dire quoi? Show CTS, role-based, alors c'est pas role-based,
RBACL, je crois, show CTS role RBACL, et là je peux mettre le nom de ma role-based ACL. Alors, show CTS role RBACL, on va regarder. Permit all, alors il ne faut pas mettre le numéro, je pense, qui me dit, qui contient une seule entrée qui est permit IP. Je dis pas de qui vers qui, c'est pas cette logique, c'est de tel tag à tel tag, je vais autoriser l'IP. D'accord? On peut avoir, ou deny IP, on peut avoir différents types de règles. D'accord? Et on peut bien évidemment jouer sur les champs TCP, UDP, ICMP à ce niveau-là. On n'est pas obligé de, c'est pas forcément tout ou rien. Mais par contre, vous voyez qu'on n'a pas appliqué les adresses IP source, adresses IP destination, c'est pas le point dans une role-based ACL. Alors, ce que je vais faire je vais revenir, je vais réautoriser, non, je vais resupprimer l'accès, deny all, save. Alors l'erreur qu'on fait, c'est on oublie de faire push. Voilà. Et si je fais alors une fois ça peut prendre quelques temps, ben voilà, maintenant je suis en deny all. Tout à l'heure j'étais en permit all, et là je suis en deny all, et maintenant si je reping, bien évidemment, ça ne marche pas. D'accord? Alors ça c'était le use case de l'accès, de la segmentation des devices entre eux sur le réseau. Un autre use case qu'on a, c'est l'accès à des applications dans le data center. Alors là je suis connecté en tant qu'employé finance, et on va voir à quoi j'ai accès sur mon serveur. Alors là, j'ai d'autres règles. De finance vers mon serveur, pardon, excusez-moi, c'est la résolution avec le WebEx. Je vais quitter la page et je vais revenir. Petit pop-up qui s'est mis en place. Vers mon serveur, j'ai un permit all. Entre finance serveur, j'ai mon permit all qui est en place. D'accord? Ce qui veut dire que quand je vais retourner sur mon client et que je vais accéder à mon serveur, je vais avoir accès à toutes les pages. Confidential. D'accord? Maintenant, bah pareil, je vais pouvoir faire une règle plus simple qui dit, bah tiens, vers mon serveur, je vais n'autoriser que le HTTP sur le port 80. D'accord? Push, ne pas oublier. Et du coup, les pages qui ne seront plus sur le port 80, il y en avait sur l'application que j'ai montré tout à l'heure, eh bien, on ne pourra plus accéder. Donc, public, on peut y accéder. Si j'accède à ressources, voyez, confidential, il n'y a plus rien qui se charge. D'accord? Voilà. Donc là, vous avez compris les deux use cases, c'est la segmentation des usagers entre eux, et puis, on va dire, la gestion des accès vers le data center. Ah, ce qui est intéressant, c'est que le filtrage, vous voyez, si je fais un show CTL, alors on va regarder les serveurs, parce que c'était show CTL environment data, mon serveur c'était 15, from 11 to 15. Là, vous voyez, il n'y a pas de règle. Pourquoi? Parce que mon switch d'accès, il ne sait pas qu'il existe, mon serveur. Je n'ai pas dit au niveau de mon switch d'accès que j'avais tel serveur sur telle adresse IP. Je n'ai pas besoin de le faire. Par contre, si je me connecte sur mon switch principal, dans le réseau, show CTS role-based permissions from 11 to 15, là, j'ai ma règle permit HTTP qui a été poussée. Pourquoi? Parce que cet équipement de cœur de réseau, lui, il a connaissance des devices qui sont dans le data center. On peut choisir où on va placer les mappings pour avoir le filtrage le plus optimisé possible d'un point de vue ressources réseau. D'accord? Donc tous les équipements du réseau vont participer à la politique de sécurité. Les routeurs, les switches, les firewalls vont tous ensemble contribuer à mettre en place une segmentation efficace et puis des règles entre les différentes communautés, indépendant de la topologie. Voilà, donc j'espère que c'est plus clair.
il est déjà, alors je vais regarder si j'ai des questions dans le Q&A. Alors une question de Mickaël. Bonjour Mickaël. Y a-t-il une sécurité contre des clients qui pourraient potentiellement forger des trames contenant un security group tag? Le TAM est-il systémement réécrit même si il n'y a pas de règle d'assignation de SGT pour cette connexion user? Un point intéressant, ça va être potentiellement, c'est un peu ce que je décrivais, un peu comme sur le mécanisme switch à switch, et on va pouvoir utiliser MACsec pour chiffrer la communication entre l'utilisateur et le switch. Après, le tag, il est réellement poussé par le switch. Je me suis un petit peu égaré, désolé quand j'ai commencé à te répondre. Le tag est poussé par le switch sur une connexion ici. Alors, une question de Samuel. Bonjour Samuel. Donc c'est plein de gens que je connais, c'est bien. La question est, les équipements doivent-ils être SGT sur toute la chaîne de liaison, notamment le... La réponse est non. Le monde ne s'est pas fait en un jour. Hein. On a la capacité, entre nos équipements, de déployer un protocole qui s'appelle SXP. Donc, je pense que j'ai un slide là-dessus parce que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Si je ne l'ai pas, c'est un oubli de ma part. Et ce que je vais faire, c'est que je vais charger une autre présentation. Comme ça, vous allez comprendre. Je vais cesser de partager. Je repartage dans quelques petites secondes. Voilà. Alors, je vais vous partager un slide supplémentaire. Un ou deux slides supplémentaires. C'est celui-là. Alors, on a parfaitement conscience que on n'est pas capable forcément sur tous les équipements de faire des security group tags, de supporter les security group tags en natif. Et c'est pour ça qu'on va utiliser un protocole qui s'appelle SXP, Security Tag SGT Exchange Protocol, qui va permettre, et même sur nos switches qui ne supportent pas en natif les security group tags, ce qu'on va faire, c'est qu'à la connexion, on a connaissance du contexte. C'est-à-dire, on va savoir, sur un 2960X, par exemple, on va savoir que tel utilisateur a tel security group tag et telle adresse IP, parce qu'on va faire du DHCP snooping. Telle adresse IPv6, si on fait du DHCPv6 snooping, ou si on fait du NDP snooping. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir créer des sessions entre ces switches-là, typiquement ailleurs dans le réseau, par exemple un firewall. On peut très bien imaginer dire mon 2960X va envoyer à mon firewall directement à travers tout le réseau. On va pouvoir informer du security group tag à travers le réseau. On va seulement dire, bah, tu vois, telle adresse IP, c'est tel security group tag, telle autre adresse IP, c'est tel autre security group tag, etc., etc. À l'arrivée, eh ben, c'est simple, on va refaire les mappings, on va pouvoir se baser sur le security group tag. Quand on va voir un SGT arriver, bon, on va avoir la table de mapping associée. On va pouvoir après savoir à quelle adresse IP ça correspond. Donc ça continue quand même de simplifier les choses. Donc ça, c'est intéressant pour plusieurs raisons, dans un mode graduel de déploiement. Et également quand on a un équipement qui supporte pas les SGT en natif. Donc le 2960X notamment, 3850, 4005 support, 6005 support. Après, pour garder les line cards, après c'est toujours, comme on assure la compatibilité avec des line cards précédentes, ben, c'est très bien. Mais du coup, quand on veut supporter les dernières technos, il faut toujours s'assurer qu'on a la line card qui va bien. Mais dans tous les cas, on sait faire du SGT, du SXP, pardon. Voilà, donc ça c'était mon use case, et on va voir directement entre un 2960X et un Nexus 7000 qui sera l'entrée du data center, on va pouvoir échanger les security group tags de cette manière-là.
je vais revenir sur ma présentation. Alors, à travers le WAN, c'est encore un peu différent. On peut faire du SXP, sachant qu'à travers le WAN, on est tout à fait capable aujourd'hui, à travers de l'IPsec, parce que dans le WAN, on a parfois des overlays IPsec qui se mettent en œuvre, on sait transporter le security group tag à ce niveau-là. Donc, quelque part en natif, encapsulé dans la trame, dans l'entête IPsec. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fort sur lequel on n'a pas beaucoup communiqué, mais ça c'est possible. Sur le 4.6K, on sait faire également du security group tag au niveau de l'IP, au niveau de l'entête IP. Hein, c'est-à-dire, ça va être uniquement, peu importe le niveau 2 qu'il va y avoir en dessous, on va être capable de transporter le SGT au niveau IP. Après, ça on rentre dans des détails d'implémentation et bien évidemment, si on peut en discuter ensemble directement. Alors, je vais prendre d'autres questions que j'ai vues. Dans un cadre, Marc, bonjour Marc, dans un cadre 801X, le SGT est attribué par user ou aussi selon certaines caractéristiques du device. Par exemple, je ne devrais pas récupérer le même SGT selon que je m'authentifie en 801X depuis mon poste de travail ou depuis mon smartphone. Oui, tout à fait. Le SGT est poussé en fonction d'un contexte de connexion. À vous de définir quel est le contexte. Si je reprends mes règles, et là je vais repartager mon écran. Je vais repartager mon écran. C'est toujours quand je fais des démos. J'espère que c'est intéressant parce que pour moi c'est assez sportif à chaque fois. Je vais définir mes policies qui sont là. Policy 7. Une démo UA. Je peux faire des règles en fonction de tout ce que je veux. C'est-à-dire je pourrais imaginer, si je rajoute une règle de profiling à ce niveau-là, si c'est du 801X et que dans l'ADC Group Human Resources et que je suis sur tel type de device, donc là par exemple c'est une règle de profiling, hein, si on est profilé comme étant un Cisco Access Point, alors bon c'est du MAN, mais on aurait pu imaginer que c'est du 801X, si c'est du 801X et que c'est un Cisco Access Point, alors on va pousser un Security Group Tag pour les Access Points. Donc on va pouvoir utiliser tout ce qu'on veut dans le contexte de connexion. L'heure de connexion, le device, on n'a vraiment pas de limite à ce niveau-là. On peut imaginer, si le contrôle de posture sur le poste de travail est conforme à la politique de sécurité, c'est-à-dire si le firewall, si l'antivirus est à jour, alors je mets tel security group tag, s'il n'est pas à jour, j'en mets un autre. Si jamais, je sais pas, le mobile device manager là aussi montre une conformité complète, alors je mets tel security group tag, sinon j'en mets un autre. Donc j'ai énormément de flexibilité à ce niveau-là. Alors je vais regarder si j'ai d'autres questions. Alors une question de Sofiane. Donc si je comprends bien, pour faire du TrustSec, il faut uniquement de l'authentification ISE Radius. L'ensemble des switches Cisco supportent TrustSec. Toujours, on a l'habitude de dire le diable est dans les détails. TrustSec, c'est un ensemble global. Donc, on va toujours réussir à trouver l'exception. La line card sur lequel on va pas supporter, le switch sur lequel on va pouvoir faire par exemple, la 2960X supporte TrustSec. Il va faire de la classification. Par contre, on va pas faire, c'est notre switch d'entrée de gamme, donc on va savoir faire de la classification. Par contre, on va pas savoir faire des ACL. Hein. Donc, si vous êtes dans une logique de security group tag et de segmentation des utilisateurs pour l'accès à leurs applications vers le data center, là, ça suffit. Par contre, si vous voulez segmenter les utilisateurs entre eux sur un 2960X, ça ne sera pas possible de le faire avec les security group tags parce que vous ne pourrez pas avoir de SGSL au niveau du 2960X. D'accord. Les 3K, 4005, vous savez le faire. 4005, attention, les anciennes cartes ne supportent pas le tag en natif sur le security du SGT. Par contre, tu pourras faire du SXP. 3850, c'est bon. 3650, c'est bon. Les 3KX, c'est bon. Les 6K, 46K, ça va être bon. Pour le marquage, il faut des cartes de type 69 ou les dernières cartes 68.
qui vont supporter. Donc voilà, donc je préfère pas trop, j'ai préféré pas mettre de slide de support parce que ça pouvait facilement être complexe. Le mieux, c'est que si voilà, il y a un use case, on veut déployer quelque part, etc. Vous m'appelez et puis on fait le point et on regarde qu'est-ce qui match, qu'est-ce qui match pas. Je sais qu'à un moment donné, on avait alors je crois que c'était dans LMS à une époque, je pense plus que ça soit dans Prime, il faudrait que je regarde. Si c'est prévu de le rajouter, je ne sais pas si c'est là nouveau, on avait un tableau de conformité, si on pouvait cliquer et avoir sur tous les équipements du réseau ceux qui étaient capables de supporter TrustSec ou pas. Mais bon, ça c'est des choses qu'on peut discuter. Puis après la question c'est, faut bien reprendre la question dans le bon sens en disant qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire. Parce qu'en fonction des besoins, on n'aura peut-être pas forcément la nécessité des mêmes capacités sur les équipements. Donc il est déjà plus de 11 heures, donc pour ceux qui ont besoin de partir, n'hésitez pas, hein, vous pourrez accéder à la fin de la présentation. Moi je vais continuer, comme à chaque fois, et comme à chaque fois je termine en retard. Mais je voudrais vous montrer des éléments qui vont nous permettre de déployer qui, à mon avis, vous intéresseront. Alors, je vais revenir sur ma présentation initiale. Je viens de terminer ma démo et je vais parler d'une approche pragmatique pour le déploiement. On peut se dire, vous savez exactement ce qu'il y a sur votre réseau, vous savez exactement qui est connecté, quoi, comment, quelle sécurité vous taille. Vous avez une confiance absolue dans la technologie et vous mettez tout en place, vous cliquez, ça marche du premier coup et ça fait exactement le job sur votre réseau. Après, vous pouvez vous dire, ben, finalement, mon réseau il est immense. Déjà, je ne sais pas exactement ce qui est sur mon réseau, comment les gens sont connectés, j'ai peut-être même pas de 800 en place. Donc finalement, on peut imaginer que ça va être une histoire qui ne va pas forcément s'écrire en un jour. Et ça, c'est quelque chose qu'on a dans notre discours Network as an Enforcer, donc le réseau comme, alors c'est difficile à traduire, hein, comme celui qui va appliquer les politiques de sécurité quelque part. On va avoir ce cycle un petit peu de mise en place de la segmentation avec TrustSec. La première chose, c'est de dire ben, finalement, c'est de découvrir ce qu'il y a sur le réseau. Qui est présent, qui est connecté sur mon réseau. Et déjà ça, pour pas mal de clients, c'est compliqué. Compliqué à la fois à l'accès, compliqué également au niveau application, de savoir qui est connecté où. Alors pour les devices, bah, si on déploie de l'identité, et là j'encourage à nouveau à le faire parce que ça va nous simplifier énormément la vie, et c'est un petit peu la base de tout, savoir qui est derrière un port, eh bien déjà on va avoir des informations, le user, les MAC, le profiling, etc. Donc déjà on va voir des informations à ce niveau-là. Le deuxième élément, et ça, c'est de s'appuyer sur un outil fait par la société Lancope qui est SteelSwatch. Et d'ailleurs, Cisco a annoncé l'intention de racheter la société Lancope. Ils ont un outil qui est canon. J'en avais parlé dans un webinaire Réseaublog consacré à la technologie NetFlow. L'idée, c'est qu'ils vont, sur SteelSwatch, vous allez recevoir les informations des flux qui transitent par le réseau. D'accord? Donc, c'est un collecteur NetFlow. Et c'est un collecteur NetFlow qui ne va pas être là pour faire de l'accounting classique, vous quantifier les octets, etc. Lui, il est là avec des règles qui vont permettre de voir finalement les comportements sur le réseau et notamment de détecter des anomalies de sécurité. On est capable sur ce soit de se dire, bah, tiens, il y a un scan qui est en cours sur le réseau, bam, j'applique une règle de sécurité automatiquement. Et là, SteelSwatch va être capable, en fonction de ce qu'on observe avec NetFlow, il va être capable de dire, bon, bah, là, c'est un serveur web, là, c'est un serveur DNS, là, c'est, je sais rien, tel ou tel type d'application. Donc ça va nous permettre déjà de classifier nos devices. Alors je rappelle la notion de profiling dans ISE, mais je vais passer assez rapidement là-dessus. Et là, c'est SteelSwatch, des informations sur les hosts, on va pouvoir voir un petit peu de plus près. Alors ça prend du temps, c'est de savoir finalement qui fait quoi. La deuxième étape, c'est de comprendre exactement les comportements de ces hosts et de ces applications. C'est de savoir finalement sur mon réseau
comment tout ça tourne aujourd'hui. Ça, c'est pas forcément simple. Savoir finalement quelle communauté parle avec quelle autre communauté, sur quel protocole. Hein. Donc, vous allez avoir sur SysWatch la possibilité de voir les communications entre les différents devices, et ce qui va vous permettre de commencer à bâtir des règles, des groupes sur SysWatch. Vous allez pouvoir dire, bah, tiens, tels usagers, bah, je les mets dans mes groupes employés, ça c'est de l'Internet, ça c'est mon point of sale, ça c'est tel type de serveur, ça c'est des serveurs de production, etc. Vous allez commencer à faire votre segmentation dans SysWatch, clic droit sur les différents hosts concernés, et vous commencez à les mettre dans des groupes. Et après, vous pouvez commencer à imaginer les règles qui peuvent être définies entre ces groupes. Hein. Donc là, c'est purement du théorique, il n'y a rien qui est appliqué à ce niveau-là. La troisième étape, ça va être d'avancer vers l'application de règles. Hein, maintenant, on a dit, voilà, en théorie, voilà comment ça devrait être. Je passe un peu vite parce qu'on est déjà assez en retard. Ben, ça va être de dire, OK, je vais pousser mes security group tags à l'accès. Je vais même pousser mes connexions à l'accès en monitor mode, c'est-à-dire, comme toujours, on encourage, hein, vous commencez le déploiement de votre en Identity, peu importe si ça échoue, vous laissez l'accès dans un premier temps. Hein, on ne veut pas le Big Bang sur le réseau au moment de commencer. Et pour les règles sur le réseau dérivé des security group tags, bah, finalement, vous voyez, vous mettez du permis all partout. Donc, vous faites aucune règle, vous commencez par faire aucune règle sur votre réseau, donc vous gardez vos règles, enfin, c'est exactement, vous gardez les règles actuelles, mais vous commencez à implémenter sur StealthWatch, vous commencez à implémenter finalement vos règles de manière virtuelle. C'est-à-dire dans votre console de management, vous dire, bah, tiens, du TrustSec ID 100 vers le TrustSec ID 2000, voici un petit peu les communications en place et voici ce que je veux autoriser ou ne pas autoriser. Donc là, par exemple, des employés vers mes serveurs de production, alors je vais avoir une alarme qui va être générée quand je vais commencer à avoir du trafic. Donc ça permet quoi? Ben, ça me permet de voir finalement mais là les policies sont appliquées virtuellement. C'est-à-dire que tous les switches du réseau vont voir, j'ai de la communication qui va des employés vers les productions serveurs, c'est quelque chose qui est normal, pas normal. Si je juge que c'est pas normal, c'est comme ça que je vais implémenter dans StealthWatch, dans mon management, et si ça devait se produire, alors je recevrai une alarme. Donc ça permet de virtuellement d'appliquer les règles sur le réseau. On va commencer à voir éventuellement des alarmes qui vont être générées. Et après, à chaque fois, ben, on va pouvoir dire, est-ce que finalement cette alarme correspond à un incident? Ben, dans ce cas-là, je fais le nécessaire. Excusez-moi. Ou alors au contraire, est-ce que finalement c'est quelque chose qui est tout à fait légitime sur mon réseau? Ben, ça veut dire que je suis allé peut-être un petit peu fort dans l'établissement de ma politique de sécurité et je vais peut-être ajuster un petit peu mes règles. D'accord? Donc ça va permettre tranquillement d'avancer vers la politique, la mise en place d'une politique de sécurité sur l'entreprise. C'est pour ça que je suis très heureux qu'on ait annoncé l'intention de racheter Lancope, parce que je pense que notre solution avec la solution StealthWatch, globalement, la proposition est vraiment exceptionnelle sur les réseaux. Et on a vraiment la capacité de mettre en place la solution et de monitorer d'un point de vue data plane, c'est-à-dire on est capable de voir si finalement on garde des paquets qui vont d'un tag à un autre et on voit en temps réel si finalement on reste conforme à la politique de segmentation. Voilà, donc on se doute bien que dans une entreprise, on ne va pas avoir une matrice 2 par 2, mais ça va être quelque chose d'assez gros, où on va pouvoir définir bon, ben voilà, des règles, on autorise tout, on filtre tout, ou alors on laisse passer partiellement des informations. Donc là, on laisse tourner pendant un petit peu de temps, et on se dit, bon ben voilà, finalement, ça fait ça fait l'affaire. Et là, eh bien, je vais mettre en place ma politique. Exactement la démonstration que je vous ai fait tout à l'heure. Vous arrêtez le monitor mode, là vous commencez à mettre vos règles
sur le réseau, permis, deny, sur tous les points du réseau. D'accord? Et bien évidemment, vous gardez le monitoring. Ça, c'est la dernière étape, c'est-à-dire, bon, ok, vous avez fait vos règles. Excusez-moi encore. Pardon. Donc, après, vous gardez vos règles, mais vous continuez de monitorer un peu ce qui se passe pour vous assurer que finalement, vous n'ayez pas laissé passer des choses dans votre politique initiale. Voilà. Ça, vous faites ça également avec StateSwatch. Donc, vous avez la possibilité d'avoir via NetFlow donc les alarmes qui vous sont remontées et notamment avoir la possibilité, quand vous avez un host qui fait quelque chose qui n'est pas normal, hein, parce que vous avez peut-être que vous avez autorisé, et d'ailleurs c'est ça qui est fort, c'est que même si vous autorisez d'un supplier ou vers un serveur partagé, vous pouvez autoriser, mais c'est pas pour autant que vous autorisez qu'il y ait 4 gigas qui passent, donc vous pouvez quand même mettre en place des alarmes et définir des actions. Et ça, c'est ce qui est possible avec la solution StateSwatch, c'est de dire, bon, finalement, j'envoie pour tel utilisateur un change of authorization, et qu'est-ce que je fais? Je dis, toi, tu sais quoi, tu n'as plus le security group tag, tu as un security group tag quarantaine. Et comme tu as un security group tag quarantaine, eh bien, tu n'as plus accès à ce serveur parce qu'on a jugé que ton comportement était à risque et ne correspondait plus à la politique d'accès de l'entreprise. Donc, c'est ça qui est fort aussi avec les security group tags, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment facilement remédier. Vous n'êtes plus obligé de placer quelqu'un dans un autre VLAN ou autre chose. Vous avez un comportement suspicieux, bam, vous changez de security group tag et qui correspond à d'autres types de règles. Donc là, la quarantaine qui va être mise en place sur le StateSwatch, plus ou moins automatiquement, et après, vous avez le change of authorization qui est envoyé sur le switch avec le nouveau security group qui s'appelle Suspicious Investigate. Donc voilà, donc on va mettre des règles en attendant de regarder d'un peu plus près ce qui se passe. Voilà le cycle. Je vous remercie pour votre écoute et les questions le long de ce webinaire. Je regardais s'il n'y en a pas donné nouvelles, mais vraiment le message, c'est la technologie est là. Il y a des use cases qui sont très clairs et on les voit déployer. On voit des déploiements qui correspondent à ces use cases. Et en plus, on a vraiment des outils qui permettent d'avancer sereinement, même pour des très très grandes entreprises. Et d'ailleurs, c'est presque là que c'est plus compliqué, quelque part, aujourd'hui, d'avoir une politique de sécurité simple. Donc, même pour des grandes structures, on a l'outil qui va permettre d'avancer sereinement avec la mise en place d'une politique de segmentation sur l'intégralité du réseau, et non juste une sécurité périmétrique où finalement c'est open bar dans le réseau, et puis on a notre firewall en sortie. Ça, c'était bien sympa il y a quelques années. Maintenant qu'on a les collaborateurs qui finalement travaillent en dehors de l'entreprise, et puis le Bring Your Own Device avec des équipements pas connus qui sont à l'intérieur de l'entreprise, on comprend bien que mettre un firewall en coupure continue d'avoir du sens, bien sûr, mais n'est pas forcément suffisant parce qu'il se passe des choses entre les équipements d'une même entreprise, et puis il se passe des choses également, tout n'est pas filtré depuis l'extérieur, donc on a des règles qui deviennent extrêmement complexes. Voilà. Je vais regarder s'il y a de nouvelles questions dans le Q&A. S'il n'y en a pas, de toute façon, je vous laisse quelques minutes, comme d'habitude, pour vous connecter. Alors, attendez. Question de Marc. Est-il incontournable ou peut-on déployer TrustSec avec un autre radius, avec, entre parenthèses, free devant. D'un point de vue, aujourd'hui, oui, c'est incontournable. C'est-à-dire, si je prends Free Radius aujourd'hui, je ne peux pas déployer un security group tag, je ne peux pas pousser l'intégralité, je ne peux pas avoir l'intégralité des fonctions que j'ai dans ISE. Maintenant, je vais présenter de façon différente. Si c'est l'open source, allez-y, codez, faites-vous plaisir et mettez en place ce qu'il faut dans ces radius pour pousser le security group tag. C'est un attribut radius que vous pouvez pousser. Alors,
Pousser le security group tag, c'est une chose. Après, il y a plus d'éléments qui se passent, c'est-à-dire tout ce qui est role-based ACL également. Ça va être de la communication en radius avec le switch. Donc, il y a pas mal d'éléments à mettre en place. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a pousser juste un security group tag qui peut être un petit peu plus, peut être facile à implémenter sur un fait radius. Maintenant, pousser toute une logique de role-based ACL avec la matrice derrière qui vous dit qui a le droit de faire quoi, et puis ça devient un petit peu plus complexe. Mais à la limite, allez-y, faites-vous plaisir. Alors, une question. Alors, j'ai peur de d'écorcher le nom de Sonfel, qui est peux-tu mieux faire comprendre la différence entre TrustSec et le concept de VLAN? Ben, le point est, si je veux segmenter deux usagers, si j'ai deux usagers derrière un switch, si je veux pas qu'ils causent directement, ce qu'on a toujours fait, c'est on les met dans des VLAN différents et en effet ils causent pas, et ils vont causer à travers un endroit où je vais router et à ce moment-là je vais mettre une ACL ou une VACL ou alors je vais les mettre dans des VRF différentes et puis là je vais mettre éventuellement, je vais faire passer à travers un firewall. Bah, le point, c'est-à-dire si j'ai deux utilisateurs, faut que je les mette dans des VLAN, donc c'est-à-dire qu'il faut que j'ai des espaces d'adressage pour chacun de ces utilisateurs. Si j'ai 30 communautés d'utilisateurs avec 30 règles différentes, il faut que j'ai 30 VLAN. Donc, on est en train de gérer la topologie du réseau, là. On parle de topologie réseau. Dans TrustSec, on est indépendant de la topologie réseau. C'est-à-dire finalement, je peux être dans tel VLAN avec tel IP ou tel autre, peu importe, puisque je vais pouvoir récupérer le même security group tag et je vais me baser sur cette information pour faire ma sécurité. Je me base pas sur une notion de topologie. Je suis dans une entreprise, je change de bâtiment, a priori je change de VLAN. Ou si je garde le même numéro de VLAN, de toute façon je vais changer l'adresse IP parce qu'on évite de prolonger des VLAN d'un bout à l'autre du réseau et encore moins vers les sites distants. Donc si on veut garder des règles similaires, mais il faut dupliquer les règles par VLAN. Avec TrustSec, je m'en moque de la topologie. Peu importe où je suis dans le réseau, je garde un security group tag et puis après j'applique toutes mes règles basées sur mon security group tag. Alors, je ne vois plus d'autres questions. Alors peut-être Laurent, je vois bonjour, donc je me dis, il y a peut-être une question qui va suivre. Quel type d'ASA sont-ils concernés? Alors, sur les ASA, j'ai peur de dire une bêtise, parce qu'en plus, dans la dernière version, dans notre dernière version de code, on a encore ajouté des choses. J'ai pas eu le temps d'investiguer, et en plus, avec tout ce qui est SourceFire, on peut se baser sur le security group tag. Donc, je ne voudrais pas dire de bêtises à ce niveau-là, il faut regarder dans le détail. De toute façon, dans les datasheets, c'est assez bien écrit. On a un TrustSec Design Guide qui Validated Design, qui liste également l'ensemble des équipements concernés, en espérant qu'il soit complètement à jour. Maintenant, si c'est un point particulier, Laurent, n'hésite pas à m'envoyer un email et je ferai le nécessaire pour pousser l'information. Question de Laurent, mais d'un autre Laurent. DHCP snooping est-il un prérequis sur une topologie mixte SGT et SXP? Oui. Si jamais on veut, alors c'est un prérequis, on va dire dans une configuration standard où on va connecter des usagers en DHCP, oui, c'est un prérequis. Il faut que le switch soit capable de faire la corrélation entre le security group tag et l'adresse IP. Maintenant, il faut regarder si avec IP device tracking, on pourrait pas se débrouiller. J'avoue que traditionnellement, on met en place le DHCP snooping. Maintenant,
il faut regarder si ça m'intéresse de comprendre davantage Laurent, si tu veux reprendre contact avec moi, ça m'intéresse de comprendre le besoin qu'il y aurait derrière et on pourra regarder un petit peu comment on peut y répondre. Voilà. Bon, j'ai largement débordé, mais je pense que vous savez, c'est un peu une habitude sur ces webinaires. L'idée, c'est on sort un petit peu des contraintes, on est un peu en roue libre, j'essaie de me faire plaisir aussi. Donc, merci à tous. Je pense poster prochainement un article sur Auto Identity, donc disponible maintenant sur nos solutions d'accès. J'espère que ça va vous aider à déployer. J'ai pas encore testé. Pour être tout à fait franc, j'ai essayé de tester et j'ai raté un petit quelque chose au tout début. Il faut passer en mode Identity sur le switch, mode Access Station. Et sinon, les commandes ne passent pas. C'est quelque chose que j'ai voulu tester en 2 minutes et j'ai oublié de ce premier prérequis. Je vais le faire et je vous posterai tout ça sur le blog. Merci, à bientôt. Je reste à votre écoute. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas à le faire savoir. Si vous avez aimé ou si vous avez des commentaires sur ce webinaire, n'hésitez pas non plus à le faire savoir. L'idée, c'est vraiment que je réponde à vos attentes. Prochain webinaire, alors peut-être après les fêtes, sauf si vraiment vous voyez des sujets où vous avez une urgence, et là, je verrai si je peux faire le nécessaire. Pour tous ceux de la communauté recherche-éducation, je serai aux Journées Réseau à Montpellier, la semaine du 8, 9, 10 décembre. Donc voilà, si vous passez sur le stand Cisco, sinon j'aurai 3 présentations le mercredi, donc je risque d'être un petit peu fatigué le soir. Mais sachez que je suis là avec plaisir, si vous voulez discuter de Trust ou d'autres sujets, je suis toujours disponible. Voilà. Merci à tous et puis bonne fin de journée. Au revoir.